Oui, alors d'abord, le préalable à ressouligner, c'est que le questionnaire, pour nous, est très important. C'est l'interrogatoire de la patiente. Les symptômes allégués par la patiente sont à écouter, à prendre en compte de façon très sérieuse et non pas négligée. Et à partir de là, elles répondent à diverses questions qui concernent leur vie dans leur ensemble quotidienne, affectant leur qualité de vie. Et à partir de là, on est quasiment sûr en fait que la patiente a déjà une endométriose. La suspicion sur les éléments cliniques est majeure. Et ça, et en particulier pour les radiologues, c'est très important à prendre en compte parce que une fois qu'on a quasi la conviction que la patiente est atteinte d'endométriose, qu'elle consulte pour des douleurs tout à fait significatives et pertinentes qui handicapent sa vie, y compris affective, socio-professionnelle, fonctionnelle, de quotidienne, eh bien, on est quasiment sûr qu'elle est. Donc ça, c'est important à rappeler parce que je pense que la prise en compte des douleurs n'est jamais assez faite correctement et suffisamment sérieusement. Ensuite, à partir de là, eh bien, effectivement, les examens diagnostiques, contrairement à ce que l'on a vécu jusqu'à présent, parce que c'est une maladie qui a été largement prise quasiment en otage par les chirurgiens, c'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas d'autres moyens diagnostiques avant le règne de l'imagerie que la cœlioscopie, c'est-à-dire aller ouvrir le ventre et voir ce qui se passait. Ça, c'est fini, cette ère-là est terminée. Et effectivement, tout repose sur l'imagerie et en particulier deux types d'examens qui sont l'échographie endovaginale spécialisée, je reviendrai sur ce terme, et sur l'IRM pelvienne. Mais dans tous ces cas, alors l'échographie endovaginale, évidemment, ne s'adresse qu'aux femmes qui ne sont pas vierges, et l'IRM pelvienne, par définition, évidemment, est l'examen à effectuer chez une femme vierge. Mais l'idéal, dans l'absolu, si on peut, et si on a un expert radiologue ou un autre praticien, y compris gynécologue, voire sage-femme, qui est très formé sur l'échographie endovaginale experte et qui sait faire et qui peut décrypter les lésions en imagerie échographique, eh bien, c'est l'examen idéal parce que c'est un examen très fin, très subtil qui permet à la fois d'examiner la patiente, de sentir, de provoquer la douleur là où on appuie. Donc, c'est parfois effectivement un peu sensible, un peu douloureux. Et à ce moment-là, on voit les lésions. Donc, c'est le toucher agrémenté de la vue. Et donc, c'est une cartographie quasi exhaustive du pelvis féminin. Et ensuite, l'IRM, à défaut de cette formation échographique, effectivement, peut quand même fonctionner. Hein. Et d'ailleurs, la courbe d'apprentissage pour un radiologue en particulier est beaucoup plus rapide en IRM qu'en échographie. C'est pour ça que l'on manque d'experts réels en échographie endovaginale. Donc, effectivement, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut une expertise, non seulement en imagerie de la femme, mais au-delà, plus poussée, avec une surspécialisation pour l'endométriose, parce que c'est une maladie complexe. Comme l'avait dit mon collègue Pierre Panel, il n'y a pas de corrélation entre les symptômes et les lésions que l'on voit. On peut avoir une atteinte minime et avoir des douleurs épouvantables. Et ce qui accentue d'ailleurs l'errance diagnostique, parce que quand l'atteinte est minime anatomiquement, elle est encore plus difficile à voir. Et souvent, la plupart de mes collègues disent finalement, je ne vois rien. Donc, on renvoie la patiente chez elle et on repart pour des années de retard diagnostique. Et ça, c'est très délétère. Donc, il faut absolument se rappeler que les symptômes sont majeurs, sont premiers et s'accrocher à ça. Et si on n'a pas l'expertise suffisante, justement, et on en parlera tout à l'heure, il faut les référer, ces examens, à ce moment-là, il faut les faire faire en deuxième ligne par des gens experts dans les centres, experts dans les filières de soins adaptés que l'on est en train de fabriquer pour ça. Donc, il faut une véritable expertise, c'est vrai. Et c'est l'un des avantages, d'ailleurs, deuxième avis, c'est que, et par rapport à l'IRM, je redis par rapport à l'échographie, parce que l'échographie ne se relie pas, l'IRM pelvienne peut être lue, et c'est tout là-dessus que repose d'ailleurs le deuxième avis, c'est-à-dire qu'on peut refaire lire une IRM pelvienne qui a été sous-interprétée par un radiologue expert à distance, et à ce moment-là, on rétablit la réalité des faits. Il y a une grande discordance en général entre la première interprétation et la deuxième, donc tout l'intérêt effectivement de cette structure, ça, c'est très bénéfique. On en reparlera tout à l'heure. Alors oui, plusieurs éléments en complément. Et puis, je suis les questions en même temps, donc je vais prendre celle qui me semble en rapport avec la question actuelle. L'IRM n'est pas un outil de diagnostic. L'IRM, c'est un outil de cartographie. Je crois que c'est important de se le dire. Et le scanner ne sert à rien. C'est l'IRM qui, si on doit faire une imagerie en coupe, c'est l'IRM. Tout à fait. On me demande souvent justement quel est le meilleur outil diagnostique. Et je réponds les oreilles. Les oreilles du médecin. C'est-à-dire que si vous écoutez la patiente, si vous êtes en capacité de la faire parler, de lui
faire en sorte qu'elle exprime justement l'importance de ces douleurs et ce qu'on a dit tout à l'heure, alors vous êtes en mesure de faire le diagnostic d'endométriose. Pas forcément de sa sévérité, de sa gravité, pas forcément de toutes ses localisations, mais vous êtes en capacité de poser le diagnostic simplement en écoutant les patients. Ça, c'est un point très important. Revenir aussi sur la maladie, sa gravité. Voilà. L'endométriose est une maladie qui est le plus souvent peu sévère. Sur 1000 patientes atteintes d'endométriose, vous aurez essentiellement des formes légères, modérées. Les formes graves, les formes très sévères qui, je dirais, envahissent un peu les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut voir sur Internet et qui sont extrêmement anxiogènes pour les patientes, sont heureusement minoritaires. C'est important de l'avoir en tête, notamment pour les plus jeunes. Je n'ai encore jamais vu de forme grave chez des adolescentes, chez les moins de 18 ans. Voilà. Ce qui veut dire aussi que c'est une maladie qui est lentement progressive, parfois pas progressive, mais quand elle progresse, elle est dans l'immense majorité des cas lentement progressive sur plusieurs années, pas sur quelques mois, vraiment sur plusieurs années. Et donc, c'est normal de ne pas être en capacité de la visualiser en imagerie à un âge précoce. Pour autant, la maladie est bien là puisqu'elle provoque les douleurs typiques d'endométriose. Et justement, c'est là où on peut avoir des débats sur les théories qui ne sont que des théories. On n'a aucune preuve aujourd'hui sur les mécanismes réels d'arrivée de l'endométriose. Probablement que toutes les théories ont une part de vérité, mais que partielle. Il y a aussi des pistes pour penser que les cellules qui vont donner l'endométriose sont en fait mises en place. C'est un petit bug lors de la vie in utero, et ce qui va se transformer progressivement en trompe, utérus avec ses différentes composantes, col de l'utérus, vagin. Tout ça, c'est la même base au départ. Et donc, ça va se différencier de façon étagée. Et dans la vie in utero, s'il y a un petit bug, eh bien, des cellules vont se transformer en endomètre là où, alors qu'elles ne sont pas situées dans la cavité utérine, et donc vont constituer le germe d'une localisation d'endométriose future, puisque toute l'enfance, pas d'influence hormonale, donc pas de stimulation. Et puis arrive l'adolescence, la stimulation hormonale, donc la stimulation de la cellule initiale qui va proliférer et qui va ensuite aussi être en capacité d'essaimer et donc de faire des petits tout autour d'elle ou voire à distance dans la cavité péritonéale. Donc les deux théories sont, la migration est possible, mais le fait qu'il y ait des cellules déjà présentes dès la vie in utero est aussi une piste importante pour comprendre, pour approcher la maladie.